Parce que, en général, le drame que nous avons sur cette planète, c'est que c'est toujours le faible qui va se battre. C'est toujours le faible qui va donner ses enfants pour aller la notion de la patrie. Bonjour Bernard Claudel, nous sommes le vendredi 28 novembre 2025. Je suis ravie de vous accueillir sur Tribune Libre. Vous êtes fondateur de TVADP, une chaîne indépendante, voilà, et de Alliance du Peuple, donc un mouvement. Nous vivons actuellement une propagande de guerre qui s'est mise en place sur tous les médias de masse, et ce, en dépit de la charte de Munich. Je voudrais resituer le contexte qui est le nôtre aujourd'hui. Le service national est remis en place par Emmanuel Macron. Aujourd'hui, au sein de la 27e brigade d'infanterie de montagne, le président de la République a présenté le futur service national conçu pour répondre aux défis stratégiques du moment. Les objectifs sont une première cohorte de 3 000 volontaires en septembre 2026, 10 000 jeunes en 2030 et 50 000 volontaires en 2035. Je voudrais rajouter la dernière sortie de Vladimir Poutine, qui a déclaré publiquement lors d'une conférence de presse « La Russie n'a aucune intention d'attaquer l'Europe et elle est prête à le confirmer formellement dans un format juridique ». Et pour finir, que se passe-t-il en Ukraine ? Je lis le début d'un courriel de Didier Maïsto qui dit donc que la corruption donc, en Ukraine, on en est à ce que l'étau se resserre sur Volodymyr Zelensky. Ce matin, l'Agence nationale anticorruption d'Ukraine, NABU, ou National Anti-Corruption Bureau of Ukraine, et le parquet spécialisé anticorruption, SAP, ont mené des perquisitions au bureau d'Andriy Yermak, le chef de cabinet du président Volodymyr Zelensky. Yermak est considéré comme l'un des plus proches conseillers et le bras droit de Zelensky, jouant un rôle central dans la gestion des affaires intérieures et des négociations internationales depuis le début de la guerre en 2022. Voilà, nous sommes dans un contexte de tension absolue et de surenchère belliqueuse entretenue par les médias mainstream, notamment en France. Bienvenue sur Tribune Libre, Bernard Claudel. Vous avez envie de parler de ce que moi j'appellerais la fabrication de l'ennemi. Je vais vous laisser exposer la situation avec vos propres mots. Et je vous remercie de votre confiance. Merci à vous. Merci Tribune Libre de m'accueillir. Effectivement, nous sommes une organisation qui existe depuis plus de 5 ans. Cette organisation est composée, elle s'appelle l'Alliance du Peuple. Vous avez l'affiche qui est là derrière, composée de beaucoup de femmes, d'ailleurs qui ont, pour certaines, ont intégré un nouveau mouvement depuis que se passent tous ces problèmes, la déclaration qui a été faite par cet état-major devant les maires de France concernant la récupération de nos enfants pour un éventuel conflit armé. Et c'est des femmes qui ont créé un mouvement qui s'appelle Drôle de Dames. Je vous conseille, il est sur Facebook, je vous conseille d'aller découvrir ce groupe. En fait, effectivement, aujourd'hui, on est en train de nous créer un deuxième virus. Donc, ce que je pourrais, d'une manière bienveillante vis-à-vis de la population française, c'est de leur faire comprendre que nous avons eu l'affaire Covid. Et là, nous allons avoir une autre affaire, c'est celle d'un nouveau virus qui nous arrive frontalement en plein visage et qui va nous remettre encore dans des conditions. Rappelez-vous, chaque soir, on avait à la télévision des hommes du gouvernement qui venaient nous faire peur. Et là, on rentre dans un deuxième virus qui n'est pas du tout le même, qui en soi est aussi dangereux que le premier. Et quand on voit ce qui s'est passé pour le premier virus, essayons, et je le dis, je le répète encore en toute bienveillance, de faire appel à notre savoir, à nos connaissances, à notre histoire, et de se dire que ça sert les intérêts de qui ? Et aujourd'hui, force est de constater que, et je l'espère,
de tout mon cœur que nous aurons un jour la réponse au premier virus et que nous aurons la justice qui passera dans le cadre de ce premier virus. Il n'est pas question de salir ou de essayer d'envoyer des gens en prison. Ce n'est pas notre objectif. L'objectif, c'est juste de donner la vérité aux Français, de donner la vérité à ce peuple, de donner la vérité au monde. Et aujourd'hui, on n'a pas peur à terme d'envoyer 450, 500 millions d'enfants faire une guerre. On voit ce qui s'est passé, on voit les résultats pour servir les intérêts de qui? Moi, j'ai toujours une pensée pour ceux qui sont morts en 14-18, une pensée pour ceux qui sont morts en 39-45. Ceux qui nous conseillent aujourd'hui, ceux qui nous envoient vers ce deuxième virus, pourquoi ne prenez-vous pas vous-même l'habit qu'il faut pour aller combattre ce deuxième virus? Allez-y. Parce qu'en général, le drame que nous avons sur cette planète, c'est que c'est toujours le faible qui va se battre. C'est toujours le faible qui va donner ses enfants pour aller la notion de la patrie. Et donc, la réalité aujourd'hui, dans ce monde dans lequel nous sommes, qui est une réalité absolument abominable, à savoir que nous sommes gouvernés par des femmes et des hommes qui souvent viennent de milieux économiques très puissants, notamment Rothschild, etc., etc., etc. Et quand vous faites le ratio, le rapport de quelles sont les raisons véritables qui poussent ceux qui nous gouvernent de nous amener dans une solution qui est celle de détruire la vie de nos enfants et qu'eux-mêmes n'y vont pas, là, moi, je me pose la question. Tous les grands de ce monde, prenez Napoléon. Napoléon, il était sur le champ de bataille. Napoléon, il se battait auprès de ses soldats. Mais ceux qui nous conseillent aujourd'hui de faire ce type de guerre ne seront pas là. Ils seront dans des blocos pendant que nos soldats, pendant que nos enfants seront sur le terrain. Je pose la question à tous les Français. Notre organisation aujourd'hui est basée sur un concept très simple. Nous avons eu un homme, un grand homme, qui si aujourd'hui était là, il n'y aurait pas ce deuxième virus. Cet homme s'appelle De Gaulle. Cet homme est un homme qui aimait son peuple. Cet homme est un homme qui aimait son pays. Et aujourd'hui, s'il était là, nous n'aurions pas tous ces problèmes. Et je vais vous dire pourquoi. En 1967, De Gaulle avait mis en place un projet qui permettait à la France de s'émanciper, qui permettait aux salariés d'avoir une meilleure vie. Il avait prévu de mettre la participation des salariés dans les entreprises pour toutes les entreprises de plus de 100 salariés. Cet homme voulait changer l'université, voulait changer les régions, voulait faire avancer la population française, voulait redonner du pouvoir au peuple. Il voulait rendre la souveraineté au peuple, il voulait rendre la liberté au peuple. Qu'a-t-on fait de cet homme? Qu'a-t-on fait de son projet? En 1967, quand il a proposé la participation en entreprise, l'équilibre des forces, l'équilibre entre le capital et l'équilibre entre ce capital et le travail, la valeur travail, la valeur de la sueur, on l'en a empêché. Mais qui l'a empêché? Le Parti communiste, le Parti socialiste, les syndicats, la droite, tout le monde l'a empêché. Et ça, il faudrait que vous puissiez, je vous le conseille fortement, d'aller vérifier que De Gaulle, parce que c'est notre histoire, c'est notre chair, c'est notre France, c'est notre patrimoine, De Gaulle. Il avait tout fait pour redonner la souveraineté au peuple de France. Tous les partis confondus,
tous les partis confondus, qu'ils soient d'extrême gauche, d'extrême droite, du milieu, du centre, et tous les syndicats l'en ont empêché. Et cet homme magnifique a démissionné. Aujourd'hui, l'Alliance du peuple et Reconstruisons la France, que vous pourrez trouver d'ailleurs, si vous pouvez afficher la page du site internet Reconstruisons la France, c'est www.reconstruisons-la-france.fr. Eh bien, sur ce site-là, vous verrez que nous avons un projet qui est, c'est quoi le projet Reconstruisons la France? Et là, nous avons un projet justement de, si vous pouvez afficher, vous savez, le synoptique, si vous l'avez. Oui, voilà, et voilà, c'est ça. Et là, vous voyez que sur cette page-là, on a un panneau en haut où vous avez un ouvrier qui enterre le président, les députés, les sénateurs et le Conseil constitutionnel. Pourquoi? Et nous avons deux projets. C'est celui, vous le voyez, de rendre au milieu le pouvoir législatif à des assemblées citoyennes qui seront ensuite positionnés avec des ministres qui sont impactés dans les régions. Donc en fait, nous, ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est quoi? C'est de permettre à la France, de permettre à notre pays de changer de paradigme. En fait, on a aujourd'hui sur les chaînes de télévision, un peu partout d'ailleurs, des personnes qui viennent sans arrêt faire un constat. Nous, le constat, nous l'avons fait aussi comme eux. Et ils ont raison de le faire. On ne peut pas reprocher à ces gens de faire ces constats. Mais qui amène une solution aujourd'hui? Personne n'amène de solution. La seule solution qu'on nous propose, c'est de faire élire des hommes et des femmes aujourd'hui dans un mouvement qui, lui, se base uniquement sur l'immigration. Il y a un problème d'immigration en France. Il ne faudra pas le mettre sous le tapis. Il existe. Nous, je vous le dis tout de suite, dans le projet que nous avons, c'est de fermer les frontières et de faire un équilibre entre les familles qui existent en France aujourd'hui, celles que l'on critique, et de fermer nos frontières parce qu'on ne peut plus continuer, malheureusement, à nourrir toute la misère du monde. Ce n'est pas possible. Par contre, il y a des projets potentiels dans ce que nous proposons. C'est d'aller aider tous ces pays en développement qui souffrent, qui ont des conditions de vie parfois compliquées dans leur pays, mais on n'ira pas en critique dans ces pays. On n'ira pas les polluer, on n'ira pas les exploiter, on ira juste les aider. On a un projet avec les PME, TPE, les entreprises, d'aller soutenir des entreprises locales, d'aller aider au développement des entreprises locales dans tous les pays qui sont concernés aujourd'hui, qui nous envoient bien sûr des habitants. Parce que faire venir en masse des gens qui viennent de ces pays, ça dessert les intérêts de leur propre pays. Et quand on connaît certains de ces pays, et je parle bien sûr de la Tunisie, du Maroc, de l'Algérie, sont de magnifiques pays, sont de très très beaux pays. Et donc, au contraire, allons renforcer, allons aider ces pays, arrêtons de les exploiter. On ne peut pas, nous, accueillir tout le monde. Ce n'est pas possible. Si nous pouvions le faire, nous le ferions. Et d'ailleurs, dans le projet que nous avons, si nous devions rapatrier des gens, nous le ferions avec aide humanitaire. Parce qu'il n'est pas question de renvoyer les gens comme ça dans des avions sans les aider. Il faudra qu'on les aide, qu'ils aient le pouvoir d'achat minimum pendant 1 an. Vous savez, avec tout l'argent que dépensent aujourd'hui nos États, on pourra le faire. Et comme on fermera les frontières, il n'y aura pas de possibilité de retour. Donc, le projet que nous avons aujourd'hui de Reconstruisons la France, c'est celui de rendre le pouvoir au peuple. C'est celui que voulait le général de Gaulle. C'est celui de supprimer la représentativité. C'est celui de supprimer les partis politiques, comme le voulait le général de Gaulle en 1967. Donc, en fait, nous,
On n'a rien inventé. Rien inventé. On s'est juste intéressé à la solution même qu'il faudrait avoir pour essayer de capitaliser ce qu'avait fait le général de Gaulle à l'époque. Et donc, aujourd'hui, on a créé une infrastructure à 2 jambes. La première jambe que nous avons créée, c'est la fin de la représentativité, en expliquant aux Français et en demandant. On n'impose rien. On dit juste aux Français, mais ouvrez vos yeux et vos oreilles. Écoutez ce projet que nous avons, qui est un projet qui a été vérifié par des économistes, qui a été vérifié par des avocats, et qui aujourd'hui, qui a une particularité qui est universelle. Parce que le projet que nous faisons aujourd'hui à toutes les familles françaises, dans le fil droit de ce qu'avait fait le général de Gaulle en 1967, c'est quoi dans la réalité? C'est de dire, a-t-on besoin chaque jour d'avoir un représentant qui doit nous dicter ce que nous devons faire? Parce que dans le cadre de ce deuxième virus qu'on nous amène, que je sache, la Constitution nous permettrait de faire un référendum. Le dernier référendum que nous avons eu, il date de 20 ans en arrière, de 2005. Et vous savez très bien ce qu'ils en ont fait de ce référendum. Donc aujourd'hui, la représentativité n'existe pas. Pourquoi elle n'existe pas? Elle n'existe pas parce que on n'a jamais réfléchi à ce problème-là. Même moi, le premier, j'ai été défaillant à ce niveau-là. Parce que la représentativité, aujourd'hui, c'est qui? C'est quoi? Qui nous représente? La représentativité, aujourd'hui, c'est un député. Et ce député, il est élu par qui? Par nous. Et donc, notre liberté à nous, notre souveraineté à nous, elle s'arrête le jour où on a voté. Pourquoi? Rappelez-vous, quand vos députés sont venus vous voir dans vos régions, dans vos circonscriptions, ils vous ont promis des choses, ils vous ont dit, dites-moi ce dont vous auriez besoin. Quand je serai élu au Parlement, je défendrai ce que vous souhaitez, vous, les habitants. Mais en réalité, ça, c'est au moment où il veut se faire élire. Mais à partir du moment où vous posez votre vote dans l'urne, eh bien, votre souveraineté s'arrête ce jour-là. Absolument. Vous êtes favorable au retour de référendums et de votations qui rappellent une idée de démocratie beaucoup plus directe? Alors, la démocratie directe, mais bien sûr, la démocratie directe s'inspire de choses qui ont existé. Vous avez les Athéniens qui avaient mis à l'époque une démocratie directe. Vous avez la Suisse aujourd'hui qui est un modèle qui existe, qui est vivant. Et en fait, nous, ce que nous souhaitons mettre, et le graphique que vous avez là sous les yeux est clair, nous voulons remettre ce que souhaitait le général de Gaulle, les citoyens au milieu du pouvoir. C'est-à-dire que vous voyez bien que là, le pouvoir législatif reviendrait à des assemblées citoyennes qui seraient installées dans toutes les communes. Ça nous permettrait d'ailleurs de siéger dans les communes. Ça nous permettrait, bien sûr, d'avoir un appui des maires, parce que nous, ce que nous voulons aujourd'hui, c'est s'appuyer sur nos maires. On veut travailler avec nos maires. Pourquoi? Parce que vous le voyez bien, aujourd'hui, nos maires, c'est quand même une population de personnes qui est aimée par ses citoyens. La majorité des maires sont aimés par leurs habitants. Oui, certes, il y en a qui sont moins bien que d'autres, mais dans la globalité, les maires sont bons. Et donc, dans le projet que nous avons aujourd'hui, vous voyez qu'il y a 2 colonnes, une colonne de gauche et une colonne de droite. Dans la colonne de droite, on voit qu'il y a le socle, c'est les habitants de la commune. Il y a une flèche qui monte en direction des maires et ensuite qui monte devant le représentant des maires, vers le représentant des maires. Donc, on a cette solution qui pourrait être une solution en soi, c'est-à-dire de redonner le pouvoir à des maires avec leurs responsables aujourd'hui, mais qui seraient rattachés toujours auprès des assemblées citoyennes. En fait, la réalité, c'est quoi?
rendez-vous compte, je pose la question. Dans le cas de ce deuxième virus qu'on est en train de nous soulever, est-ce que si nous questionnions les assemblées citoyennes, imaginons, rêvons que ces assemblées citoyennes existent aujourd'hui, dans chaque commune française, il y aurait à peu près 120 000 personnes qui seraient, d'ailleurs, nous cherchons, je vous le dis, parce que nous avons bon espoir d'y arriver. Nous cherchons 120 000 personnes aujourd'hui sur tout le territoire national que nous envisageons à terme, si effectivement les Français nous permettent d'avoir le pouvoir demain, et on pourra éventuellement en parler, mais c'est de recruter 120 000 personnes. Dans le projet que nous avons, c'est de les rémunérer à 1 200 € net par mois pour un mi-temps. Et ces personnes siégeraient dans les communes, travailleraient avec les communes, pourraient aider les maires, bien sûr, mais aussi auraient vocation de remplacer nos députés, de voter les lois. Je pose la question. Est-ce que si ça s'était en place, est-ce que le deuxième virus, on en parlerait ? Non, du tout. Est-ce que vous êtes compatible avec Étienne Chouard et son travail, ses propositions de devenir constituant, avec son idée de participer à écrire la Constitution, que les citoyens apportent une phrase, apportent un bloc entier de la Constitution, écrivent ensemble, que finalement ils prennent plaisir à écrire leur propre loi, alors, à les voter ensuite, évidemment. Oui, alors nous, bien entendu, nous sommes tout à fait compatibles puisque ces assemblées citoyennes sont des assemblées citoyennes constituantes. Et donc, elles sont là pour réécrire la Constitution, elles sont là aussi pour faire les lois, elles sont là aussi, si vous voulez, pour changer cette République dans la mesure, si vous voulez, où on a un épiphénomène. L'épiphénomène que nous avons aujourd'hui, on le voit bien. On ne peut pas dire que nous sommes souverains, puisque là, on nous invente un projet guerrier qui, en fait, n'est absolument pas aujourd'hui demandé à la citoyenneté. C'est-à-dire qu'on va nous imposer un projet, que ce soit par les médias mainstream, que ce soit par ceux qui nous gouvernent, sans même avoir la délicatesse de respecter notre Constitution par un référendum. Et donc, si vous voulez, c'est ça le grand problème. C'est-à-dire qu'en fait, notre souveraineté, elle n'a qu'un jour de vie. Parce que le jour où on vote, eh bien, là, on est souverain. Mais quand le député pose ses fesses sur le banc de l'Assemblée nationale, on perd notre souveraineté. Et je vais vous dire pourquoi. C'est que ce député fait partie d'un parti politique. Et un parti politique, par nature, c'est une structure verticale. Et cette structure verticale fait que bien, vous êtes soumis au diktat du président de votre parti. C'est une aliénation, en fait, c'est une aliénation à un chef. C'est une aliénation à un chef. Donc, et c'est pour cette raison, d'ailleurs, que De Gaulle avait dit on n'a pas créé des confessionnaux pour y mettre le diable, ni les partis à l'intérieur. Et en réalité, la représentativité en soi n'existe pas. Pourquoi ? Parce que cette représentativité subit le diktat d'un député assis sur un banc de l'Assemblée nationale qui lui-même est soumis au diktat de son président. Et en plus, qui est grave, gravissime, c'est que comme on a voté pour plusieurs partis politiques, on crée donc une tension au sein même de cette Assemblée qui fait que, bien entendu, ça ne peut pas fonctionner. Mais imaginez que cette Assemblée, c'est ce qu'on voit là dans le graphique que vous mettez aux yeux de vos auditeurs, c'est que ce pouvoir législatif, s'il était aujourd'hui organisé par l'ensemble de la population française, mais c'est terminé. Si l'Assemblée nationale, le pouvoir actuel, ce que nous avons mis en avant, c'est-à-dire qu'on dit toujours, nous sommes malades du pouvoir. Quand on est malade, on va voir un médecin. Quand vous avez un furoncle sur le bout du nez, vous allez voir un dermatologue. C'est quoi notre problème aujourd'hui ? C'est de réélire une femme ou un homme pour les prochaines présidentielles et réélire un parti politique ? Mais que nenni, mais pas du tout. Et c'est ça le drame de notre société, c'est qu'en fait, on a fait de nous
des femmes et des hommes qui sont devenus des supporters comme un club de foot. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, nous sommes devenus des supporters de la droite et de la gauche. Mais que je sache, quand on est né, sur notre front, il n'y avait pas écrit droite ou gauche. Quand on meurt, il n'y a pas écrit droite ou gauche. Et c'est ça le grand problème de notre pays. Et ce n'est pas un problème uniquement réservé à la France. C'est un problème mondial. C'est un problème de l'humanité entière. Il n'existe pas. Oui, vous regrettez l'infantilisation des peuples et des individus. Vous demandez aux individus de devenir des adultes politiques. C'est ça. Enfin. Mais oui. Pourquoi est-on capable par rapport à ce que vous venez de dire, de gérer nos entreprises, de gérer notre vie de tous les jours, de gérer nos enfants, notre budget personnel, de gérer notre famille, de gérer notre budget personnel. Comment est-on capable d'arriver à faire ça? Nous sommes le premier pays d'Europe à avoir plus de 3 millions de PME-TPE et nous sommes incapables de gérer notre pays. Mais c'est quoi cette histoire? Nous sommes incapables. Je suis désolé. Et même le terme gueux qui a été employé, je ne critiquerai pas, mais moi je suis désolé, je ne suis pas un gueux. Non. Moi aujourd'hui, je suis comme vous et comme bien d'autres, je me considère être une personne normale, et ce qui est d'ailleurs assez anecdotique. Et respectable. Mais bien sûr, et ce qui est assez anecdotique quand même, c'est que ceux qui nous gouvernent, les fameux responsables, le ministre de l'économie qui, rappelez-vous, n'est pas capable de savoir combien il y a de mètres carrés dans un hectare, etc., etc., etc. Je veux dire, ces gens-là, Cahuzac, qui a... En fait, mais est-ce que les Français savent que, par exemple, il y a 2 personnes et demie politiques par semaine qui sont condamnées par la justice? 2 personnes et demie par semaine condamnées par la justice. Les Français ont abandonné leur souveraineté entre les mains d'une petite caste. Et en plus, il y a un phénomène d'habituation à la corruption. Oui, alors, moi si vous voulez, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que, vous savez, nous, on a fait une étude sur tout ce qu'il faudrait changer. On est arrivé à 100 pages. 100 pages. Et donc, le principe aujourd'hui que nous avons, c'est de se dire quoi? C'est de se dire, le malaise, il est là. Arrêtons de dénoncer le malaise. Tout le monde le sait, tout le monde le connaît. On est au courant de tout ça. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est quoi? C'est faire une proposition. Et cette proposition, nous l'avons. Nous avons ces 2 jambes, nous avons ce socle aujourd'hui qui est absolument incontestable et qui est en plus universel. Pourquoi la fin de la représentativité est à l'échelle de l'humanité? Parce qu'il n'existe pas, vous m'entendez, un seul mètre carré, où vous pourriez dire, avec ma femme, avec mes enfants, je décide d'aller vivre dans un autre pays. Je décide d'aller vivre sur cette planète magnifique que Dieu nous a donnée. Non, vous ne pouvez pas. Il faut payer partout. Donc, il n'existe pas un seul pays sur cette planète où l'homme, la femme, les enfants sont libres. Et donc, nous, aujourd'hui, nous voulons être un phare, nous voulons être une lumière pour l'ensemble de la population française, mais dans une réflexion systémique qui va leur permettre de se dire, mais oui, ils ont peut-être raison, l'Alliance du peuple et Reconstruisons la France. Ils ont peut-être raison. Il faut peut-être écouter ce qu'ils nous proposent. Bien sûr, vous êtes force de proposition et vous n'êtes pas que dans le diagnostic, vous apportez des solutions. Est-ce que vous êtes prêt à recevoir des propositions d'alliance, justement, des passerelles avec d'autres mouvements ou d'autres partis qui partagent parfaitement vos valeurs? Alors, vous savez que nous avons un média qui s'appelle tvadp.fr. Oui. J'anime, bon an, mal an, une émission qui s'appelle La parole au peuple, tous les mardis soirs à 20h. Depuis que tvadp.fr existe, nous nous sommes battus pour mettre en avant d'autres collectifs. Et notre rôle aujourd'hui, et je profite puisque vous me lancez la perche, de dire que nous faisons comme vous, et d'ailleurs je vous félicite, Tribune Libre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous mettons en avant tous les collectifs qui existent. Et surtout, vous avez parlé
de Étienne Chouard tout à l'heure, que j'ai rencontré il y a quelques jours. Tous les collectifs aujourd'hui, nous disons apporter de l'eau au moulin, apporter de l'eau à ce grand changement de paradigme que propose l'Alliance du peuple. Nous portons un nom qui veut dire ce qu'il veut dire. C'est l'Alliance du peuple, l'Alliance des peuples. Et la réalité, elle est là. C'est-à-dire que nous sommes et nous avons été rencontrer toutes les personnes aujourd'hui qui sont contre ce système, qui veulent véritablement changer. Le problème que nous avons aujourd'hui, sans aucune critique de ma part, parce que je dis toujours, à tort ou à raison, on ne critique jamais quelqu'un qui est contre ce système, à tort ou à raison. Parce que chacun d'entre nous avons nos visions, avons nos croyances, et nous devons être dans le respect de nos visions et dans le respect de nos croyances. Et nous devons nous respecter les uns et les autres. La première des valeurs, nous avons 7 valeurs, la première des valeurs de l'Alliance du peuple, c'est l'humanisme. La deuxième, c'est l'éthique. Et donc, à partir de là, ce que nous souhaitons mettre en avant, c'est de mettre toutes ces initiatives, comme la vôtre, comme le travail que vous êtes en train de faire en m'ayant invité, c'est de permettre à la population française de comprendre qu'il y a peut-être une possibilité et une solution. Et on a, nous, aujourd'hui, dans notre projet, un projet sociétal et un projet économique. Le projet sociétal, il est simple. C'est de dire aux Français, ouvrez vos yeux et vos oreilles, encore une fois, sur la possibilité de réfléchir à la fin de la représentativité. Parce que si vous ne faites rien, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer qu'on va se retrouver dans le cadre de la prochaine élection présidentielle. D'ailleurs, il commence à nous dire que c'est le Rassemblement et M. Bardella qui va remporter cette élection. Donc, on va se retrouver face à un consensus où vous aurez tous les partis de droite qui vont s'allier au Rassemblement national, vous verrez, et vous aurez le seul qui va rester, on va dire, celui qui est censé nous défendre, ça va être Mélenchon. Parce que même les socialistes vont aller dans le groupe, vous verrez, tout le monde va y aller. C'est-à-dire que ce qu'a fait Macron en mélangeant la droite et la gauche, il en a fait une salade à la Macronie, d'accord ? Eh bien, ça va se reproduire. Et en 2027, c'est ça qui va se passer. Donc, en réalité, ce que les Français doivent comprendre, c'est que c'est ni une femme, ni un homme qui changera notre façon de vivre, qui remplira notre frigo vide, qui remplira de nouvelles conditions de vie pour nous, mais la même chose pour l'humanité entière. Et que la seule façon que nous ayons, dans le cadre de ce pilier de la représentativité, de la fin de la représentativité, c'est que nous reprenions les rênes de notre pouvoir en créant des assemblées citoyennes dans toutes les communes. Et je vous convie vraiment à prendre contact avec l'Alliance du peuple pour créer 2-3 personnes. C'est quoi 2-3 personnes ? C'est rien du tout. Sur les 35 000 et quelques communes que représente notre territoire, imaginez 2 personnes fois 35 000, 3 personnes fois 35 000, 4 personnes fois 35 000 communes. On pourrait devenir un véritable contre-pouvoir. Et ce contre-pouvoir pourrait s'asseoir sur plein de choses, sur l'environnement, dans nos communes, pourrait s'asseoir sur les lois liberticides que l'on vote. On pourrait contrer cela. On pourrait être aussi une force pour travailler avec le maire en place. Voilà. Ça, c'est la fin de la représentativité. Et je vous convie vraiment à réfléchir à ça, de profiter des fêtes de fin d'année pour mettre en avant la fin de la représentativité dans votre famille, d'en parler autour de vous et de vous dire pourquoi ça ne serait pas effectivement la solution qui nous permettrait à nos familles de revivre. Absolument. Je fais juste, voilà, à survivre, oui. Je fais juste une petite parenthèse pour cette fin de la représentativité et pour qu'il n'y ait pas, bien sûr, la guerre. En fin d'année, nous allons faire une grosse émission sur oui à la paix, non à la guerre. Et je vous convie à vraiment tous ceux qui sont pour la paix de venir avec nous et j'espère que Tribune Libre en fera partie
Volontiers. Oui à la paix, non à la guerre. Et je vous conseille aussi, franchement, d'aller sur Facebook pour trouver le site Drôle de Dame et que l'on puisse demain vous compter parce que je le pense, je suis un homme. Vous, les femmes, vous avez la chance de pouvoir mettre des bébés au monde. Nous ne sommes pas capables de faire ça. Et donc, il n'y a que vous qui pouvez sauver notre pays. Il n'y a que vous qui pouvez sauver notre civilisation. Et il n'y a que vous qui pouvez rendre le pouvoir au peuple. Et je voudrais aussi faire une petite parenthèse sur quelque chose. Aujourd'hui, il m'arrive, dans les rencontres que je fais, de poser la question suivante. Quel est le plus grand danger que va avoir l'humanité dans les 15 prochaines années? Dans la majorité des cas, je n'ai jamais la bonne réponse. On me parle de l'eau, on me parle de l'électricité, on me parle de tout ça. Et en réalité, on ne me parle jamais des humanoïdes. On ne me parle jamais de l'intelligence artificielle. Et ce qui est dramatique, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est qu'en fait, vous avez Jacques Attali qui a fait une vidéo, je vous conseille d'ailleurs d'aller la voir sur YouTube, c'est la mondialisation, où il parle que 3,5 milliards d'humains erreront de ville en ville et qu'il y en aura 750 000 qui seront les plus heureux, les plus riches et qui auront tout. Il y aura 3 catégories de personnes. Imaginez un monde où il y ait 1,5 milliard d'humanoïdes dans nos rues. Alors oui, certes, aujourd'hui, ce progrès d'avoir un humanoïde pour faire le ménage, pour faire la cuisine, chez soi, certes, c'est quelque chose de bien. Mais n'oublions pas que ces humanoïdes vont remplacer nos emplois. Ces humanoïdes, demain, et c'est là où j'attire votre attention, ces humanoïdes, demain, remplaceront nos gendarmes, remplaceront notre police, remplaceront nos CRS, remplaceront des personnes dans les administrations, etc., 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 etc. Actuellement, en Chine, vous avez des restaurateurs qui ont des humanoïdes. Actuellement, en Chine, vous avez des hôtels qui ont des réceptionnistes qui sont des humanoïdes. Actuellement, en Chine, vous avez des hommes qui, au lieu d'avoir des poupées gonflables, ont des femmes humanoïdes. Réfléchissez à ça. Réfléchissez. Moi, je ne le verrai peut-être pas, mais vous et vos enfants, pensez surtout à vos enfants. Pensez à l'avenir de cette humanité qui est à risque aujourd'hui si demain, il y a 1,5 milliard d'humanoïdes dans nos vies. Et si ces humanoïdes sont utilisés demain par ceux qui nous gouvernent. Réfléchissez à ça. On va passer, bien sûr, au deuxième volet, qui est la deuxième jambe de notre organisation, qui est quelque chose d'absolument invraisemblable, qui s'appelle la contribution financière généralisée. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on puisse parler de ça? Oui, on va parler de ça. Je voulais juste faire, justement, sur les humanoïdes, j'étais en train de chercher voilà, des choses très récentes, voilà, novembre 2025. Ils connaissent une évolution fulgurante et encore, je pense que le grand public ne sait pas tout ce qu'ils sont capables de faire parce qu'on est à un niveau de technicité à proprement parler effarante. Ouais, vous savez ce qui s'est passé là dernièrement. D'ailleurs, vous pouvez trouver ça sur les réseaux sociaux. En fait, il y a 3 téléphones qu'on a mis côte à côte. Et c'est des intelligences artificielles qui se parlent. Et donc, ces intelligences artificielles qui se parlent, au bout d'un moment, elles ne parlent plus dans un langage que nous connaissons. Elles inventent leur propre langage. Et donc, je vous conseille fortement, mais vraiment, faites-le, si vous pouvez le faire, de lire Robot de Isaac Asimov, qui est un écrivain qui a écrit ce magnifique livre sur Robot, Isaac Asimov, vous pouvez le trouver sur Internet. Et notre ami, l'inventeur de plein de choses, Elon Musk, c'est son livre de chevet.
Isaac Asimov, Robot. Et je vous conseille aussi de lire un livre absolument magnifique qui s'appelle La nuit des temps de Barjavel. Et cette lecture va vous éveiller. Voilà, c'est ça, ce livre, si vous pouvez le lire, mais n'hésitez surtout pas, et La nuit des temps de Barjavel aussi, parce que ce sont deux lectures, et je vous dis, et ça, c'est le livre de chevet d'Elon Musk. d'Elon Musk. D'ailleurs, il a appliqué beaucoup de choses qu'il a découvertes dans ce livre. Et donc, ce qui va se passer, si on fait un lien entre ce qu'a écrit Asimov, ce que nous promet Elon Musk, ce que nous dit Jacques Attali avec la mondialisation, vous ne pouvez pas mettre ça de côté, vous ne pouvez pas le laisser de côté. D'ailleurs, si vous, les anciens, qui font partie de ma génération, qui ont vu le film qui était, à l'époque, on a vu ça il y a plusieurs années, sur ce film où il y avait la Matrice. Matrix, ça s'appelait. Quand vous regardez Matrix, et si vous avez l'occasion, les jeunes, et je vous conseille aussi de le voir, ce film Matrix, vous allez vous rendre compte qu'on y est à fond, à fond, à fond. Et ça, c'est un livre absolument magnifique, La nuit des temps de Barjavel. C'est à lire aussi, c'est à découvrir aussi. Et là, ça va vous permettre peut-être de sortir de ce cadre dans lequel vous êtes enfermé aujourd'hui, cet écran de télévision que moi j'ai abandonné. Moi, mon écran de télévision aujourd'hui, je l'ai mis à la cave. Parce que j'ai tellement été écœuré de voir que les journalistes ne respectent pas normalement la réglementation qui est de dire il faut qu'on soit au service de la population et non pas au service de ceux qui nous gouvernent. Et pourquoi sont-ils au service de ceux qui nous gouvernent aujourd'hui? Parce que ce sont ceux qui nous gouvernent aujourd'hui qui financent la majorité des médias. Donc, oui, vous êtes tous intelligents, vous avez tous la lumière qui brille en vous. Le seul problème qu'il y a, c'est que vous êtes, et que nous sommes, parce que moi, le premier, je me mets avec vous. Il y a des années, j'étais comme vous, formaté comme vous. Et c'est petit à petit que j'ai fait ce qu'on appelle le pas de côté en disant, il faut que j'aille voir autre chose. Il faut que je découvre autre chose. Mais pourquoi on est dans cette situation aujourd'hui? On est dans cette situation parce que, excusez-moi pour l'expression, on est la gueule dans le guidon. On est dans nos affaires, on est dans nos enfants, on est dans notre vie, on est dans notre quotidien, dans nos soucis de famille, d'entreprise, etc. Et donc, on n'a pas le temps de regarder le problème de la société civile. On n'a pas le temps de regarder les problèmes de la vie qui se produit aujourd'hui. Alors, vous savez, dernièrement, quand il m'arrive de faire des conférences, la dernière que j'ai faite, il y a des femmes qui pleuraient. Et elles sont venues me voir à la fin de la conférence et je leur ai dit, mais pourquoi vous avez eu ces larmes? Et elles m'ont dit, mais Bernard, ce que vous proposez aujourd'hui, pourquoi ça n'existe pas? Pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont jamais mis? Et là, je leur ai répondu, c'est venu à l'Assemblée nationale. Le projet économique est venu à l'Assemblée nationale. Et on va vous le montrer, le voilà, il est là. En fait, notre projet économique repose sur quoi? Aujourd'hui, depuis le 1er janvier de l'année 2025, il y a eu plusieurs gouvernements et vous avez M. Bayrou, à l'époque Premier ministre, qui a cherché 40 milliards d'euros pour boucler son budget. On voit où on en est aujourd'hui. On voit qu'on nous a demandé encore de faire des efforts et c'est toujours nous qui sommes obligés de payer. Les agriculteurs sont dans la merde,
Les PME, TPE, j'en parle même pas. 66 000 entreprises qui ont déposé le bilan en 2024. Il y en aura peut-être 80 000 en 2025. Et que fait-on pour sauver nos entreprises? Que font ceux qui nous gouvernent? Que font ceux qui sont censés nous représenter? Rien du tout. On va financer des guerres que nous ne voulons pas. On va financer des pays, même la Chine, qui ne servent pas à la population française. Et par contre, on est dans un système aujourd'hui où on laisse mourir des agriculteurs, on laisse mourir des PME, TPE, on ne fait rien pour la population. Alors vous savez, nous aujourd'hui, dans les projets que nous proposons, sur le plan sociétal, nous disons quoi? Nous disons, parce que ça se rejoint avec le projet économique, nous disons, on est dans un système aujourd'hui où vous avez une population qui est au service d'un gouvernement. Et vous avez, à une échelle en dessous, des habitants qui sont au service des maires. Eh bien, on va renverser ça. Comment va-t-on le renverser? Ce que nous vous proposons aujourd'hui, avec l'Alliance du peuple, c'est de changer de paradigme pour que cette République soit transformée dans une mère-nation. Pourquoi une mère-nation? Parce qu'il n'est pas normal que cette République, aujourd'hui, à grand renfort de publicité, devant les maires, dans les chaînes de télévision, nous réclame de donner nos enfants pour une guerre que nous ne voulons pas, et que cette même République ne soit pas dans mesure d'aider nos enfants et nos familles en temps de paix. C'est cette différence qui fait que aujourd'hui, comment des gens qui nous gouvernent s'organisent aujourd'hui pour nous demander nos enfants et ne sont pas capables de venir soutenir nos enfants par temps de paix. Ça, nous devons absolument renverser la table pour ça. Et donc, la même chose sur le plan économique. Parce que sur le plan économique, voilà des femmes et des hommes qui nous gouvernent, qui dilapident notre argent, qui dilapident nos impôts, le pays le plus taxé au monde. Eh bien, ce que nous proposons aujourd'hui, c'est de mettre en place la contribution financière généralisée, c'est-à-dire ce projet que vous voyez là, qui est venu à l'Assemblée nationale. Et pourquoi on vous le montre? On vous le montre parce qu'il a un avantage, c'est qu'il est venu à l'Assemblée nationale. Donc si ce projet, je ne sais pas comment il est arrivé là, on ne fera pas de commentaires là-dessus. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à l'époque, quand on a travaillé 700 heures sur ce projet. À l'époque, quand on a travaillé sur ce projet, il y avait des collectifs de toute la France. C'est pour ça que, quand tout à l'heure, on m'a posé la question, est-ce que vous êtes prêts à vous rapprocher d'autres collectifs? C'est ce que nous n'arrêtons pas de faire. Eh bien, ce projet de loi, sachez-le, à l'époque, nous avions créé 2 collectifs, 2 groupes, un groupe thèse et un groupe antithèse. Et je me rappelle que je m'étais pris des volets de moineaux en me disant, mais Bernard, pourquoi faut-il créer un groupe antithèse? Et je leur avais dit, mais vous savez, si on n'est pas capable de s'auto-critiquer soi-même, eh bien, les politiques s'en chargeront et on aura beau avoir travaillé sur un projet de loi qui défende les intérêts de la population française, on aura toujours, comme De Gaulle, en 1967, des gens qui viendront le contrer. Et on a bien eu raison de créer ça. Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'à l'époque, quand on a mis en place l'équipe thèse et l'équipe antithèse, au bout de 2 ans et demi de travail, le projet était fini. Et le projet, est-ce que vous pourriez revenir sur le début de ce projet de loi, tout à fait au début? Regardez, il est écrit, vous pourriez le lire d'ailleurs, ce qui est écrit. Oui, bien sûr. Proposition de loi visant à supprimer les cotisations salariales, patronales, la CSG et la contribution au remboursement de la dette sociale et à créer en contrepartie un micro-prélèvement de 2% sur tous les paiements électroniques, scripturaux et les transactions financières. Voilà. Alors,
pourquoi, merci de l'avoir lu. C'est important que vous puissiez lire ça, parce qu'effectivement, notre projet repose sur une contribution financière qui n'est pas de la TVA, qui n'est pas un nouvel impôt, puisque c'est une contribution solidaire. On va mettre 2% sur les transactions financières numériques, puisque de toutes les manières, ils nous amènent vers que du numérique. Le tout numérique. Ce serait relativement indolore. Mais écoutez, on a été pendant 6 heures interrogé par des économistes. Et je me souviendrai toujours d'ailleurs de ce moment assez intense où il y a le dernier couple qui rentre, 2 hommes, c'était que je parle de couple parce qu'il y avait un économiste, un avocat, un économiste, un avocat. Et le dernier avocat économiste qui rentre dans la salle de conférence me dit, on est là, on joue carte sur table pour détruire votre projet. Ben, je lui dis, écoutez, il faut de la contradiction et vous faites bien d'être là. On a expliqué ce projet. Je ne pourrais pas passer 6 heures à vous l'expliquer, mais on a expliqué ce projet. Au bout de ces 6 heures, je suis sorti et je suis revenu dans la salle une demi-heure après. Et celui qui a organisé cela a fait la remarque première suivante. Vous avez un projet idyllique, un projet indolore et un projet universel. C'est-à-dire qu'on pourrait appliquer ce projet économique dans tous les pays du monde, au Brésil, au Mexique, au Canada, en Italie. D'ailleurs, on a 17 pays en Europe aujourd'hui qui sont en train de l'étudier pour voir s'ils ne peuvent pas l'appliquer aussi dans leur pays. Donc, en réalité, et les 2 personnes qui étaient rentrées pour nous contrer, en réalité, sont venues vers nous et ont dit, écoutez, bravo pour ce que vous avez fait, mais on a quand même une question à vous poser, c'est comment allez-vous le mettre en place? Et c'est ça la grande difficulté. Et là, je voudrais vous informer de quelque chose. Nous sommes allés rencontrer Marine Le Pen à son dernier meeting. Je ne l'ai pas vue, elle était là dans le meeting. On n'a pas pu lui parler à elle, mais j'ai parlé à son ancien mari, maire de Perpignan, j'ai parlé à M. Bardella et j'ai parlé à son équipe. Et je leur ai dit, et ça, c'était, rappelez-vous, au moment de l'élection présidentielle de 2022. Je suis allé les voir, mais je suis allé voir l'équipe de Mélenchon, je suis allé voir Jean Lassalle, qui a eu la gentillesse, d'ailleurs, c'est le seul, de me donner la parole pendant son meeting de Marseille. Je le salue d'ailleurs. Et je suis monté aussi voir Nathalie Arthaud dans le chapiteau qu'elle avait, dans un magnifique chapiteau. Et je m'en rappellerai toujours, sur ce chapiteau, il y avait écrit quelque chose comme ici, on défend les ouvriers. Et je m'en rappelle, j'étais avec Pamela, que je salue aussi, qui a fait un travail énorme aussi et qui est un collectif aussi qui a créé une plateforme qui s'appelle La Passerelle, que je vous conseille aussi d'aller découvrir sur Internet et sur Facebook. Et avec Pamela, je lui dis, mais écoute Pamela, on est chez nous là. On va défendre les salariés, on va défendre les employés. Et quand Nathalie Arthaud a terminé son discours, je n'ai pas le film de ça, mais si vous le retrouvez, tant mieux, vous verrez ce qui s'est passé. Eh bien, elle n'a pas accepté. Elle m'a dit, ce projet, c'est pour défendre les patrons. Elle n'avait rien compris. Alors, depuis, on m'a fait comprendre aussi que quand vous vous présentez à la présidence, vous bénéficiez de certains avantages derrière. Je ne sais pas si c'est vrai, je n'ai pas voulu comprendre et chercher, mais je me suis dit, mais cette femme, elle n'est pas là pour aider les salariés et aider les ouvriers. Parce que si elle était là pour aider les salariés et les ouvriers, peut-être qu'elle m'aurait donné audience, peut-être qu'elle nous aurait permis à nous tous d'aller présenter ce fameux projet. Donc aujourd'hui, ce projet, il est là. Et je finis sur mon groupe thèse et antithèse. Il faut savoir que le groupe antithèse, quand on a décidé que le projet était mis en place, on avait travaillé plus de 700 heures dessus, eh bien, on a une équipe qui a disparu. 3 personnes de notre équipe a disparu. Plus de téléphone, plus rien. Est-ce que c'est cette équipe qui a amené ce projet à l'Assemblée nationale? Je ne peux pas vous dire. Ce que je peux vous dire, avec témoignage à l'appui,
c'est que quand on a découvert ce projet, il y avait une fondation des 2% qui avait été créée sur Internet. Vous pouvez vérifier, c'est sur Facebook, ça existe, je ne raconte pas d'histoire. Donc, qu'est-ce qu'on a fait, nous? C'est vrai qu'au départ, quand on a vu que ce projet avait été amené à l'Assemblée nationale, on était un peu déçus de cette fait faire voler ce projet, alors que nous, jusqu'à preuve du contraire, on nous a conseillé de le déposer, mais on n'a jamais voulu le déposer. On n'a jamais voulu le déposer parce qu'on s'est dit, si même M. Macron veut le prendre et le mettre en place, l'objectif, c'est quoi? C'est pas nous d'avoir un poste, c'est pas nous d'avoir un avantage. Nous avons la population française, des collectifs citoyens français ont créé ce projet économique, mais qui changerait la vie fondamentalement de tous les Français. Parce que les implications de la mise en place de ce projet, mais changeraient tout. Mais tout. Et donc, quand on a découvert que c'était là, on a eu un petit goût amer au départ, mais qui s'est vite transformé. Vous savez, les anciennes disent toujours, le mal, parfois, génère un bien. Et effectivement, l'avantage que ça a aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas nous rétorquer que notre projet est utopique, parce qu'il est déjà venu à l'Assemblée nationale, sauf qu'il est venu d'une manière tronquée. Pourquoi? Et là, je vous demande à Tribune Libre d'afficher la page numéro 8 de notre projet et de bien voir que là, nous ne parlons pas de supprimer les cotisations salariales et patronales. Alors, je vais vous l'afficher. Et qu'on parle de rembourser les cotisations salariales et patronales. Et c'est ça toute la différence. En fait, quand le groupe qui nous a quittés a embarqué la première solution, il était inscrit suppression des cotisations salariales et patronales. Et là, qu'est-ce qui se passe? On a le groupe antithèse, ce fameux groupe antithèse, qui convoque un syndicaliste. Et le syndicaliste, je le remercie encore aujourd'hui, nous assassine en nous disant comment en 1945, il y a des gens qui sont morts pour mettre la sécurité sociale en place et vous voulez la supprimer? Vous voulez supprimer les cotisations salariales et patronales alors que c'est le 3e salaire? Et là, il nous vient à tous une lumière. De quoi nous parle-t-il? De 3e salaire? Mais oui, cet homme avait bien raison. C'est quoi le 3e salaire, la sécurité sociale? C'est elle qui vous paye les médicaments, c'est elle qui vous paye l'hôpital. C'est le 3e salaire. Et là, eh bien, on a revu toute notre copie, on a tout refondé et on est passé de supprimer les cotisations salariales et patronales à rembourser. Si vous pouvez montrer le point numéro 7, un peu plus grand, eh bien là, vous verrez qu'on parle de remboursement. Voilà, et donc là, en clair, aujourd'hui, ce projet, c'est quoi? C'est un projet qui va permettre, tenez-vous bien, d'augmenter tous les salariés de 21%. Comment allons-nous faire ce miracle? Est-ce que depuis ces 40 dernières années, votre salaire a augmenté de 21%? Jamais, mais jamais, jamais aucun gouvernement. Quel est le gouvernement depuis Georges Pompidou jusqu'à celui qui nous gouverne aujourd'hui? Il y a eu un gouvernement qui s'est inquiété du frigo vide des Français. Personne. Jamais. En fait, aucun gouvernement n'a intérêt à libérer financièrement le citoyen, puisque la manière de l'avoir sous son joug et de le contrôler et de garder le pouvoir, c'est de maintenir les gens dans un état de fragilité économique permanent. Alors, vous voulez que je vous raconte quelque chose? Bien que ce ne soit pas notre combat, mais une réalité. Quand il y a eu les licenciements chez Michelin, naturellement, j'ai appelé les gens de Michelin et je suis tombé sur un syndicat. Je ne citerai pas son nom. La personne a fait des émissions à Paris, était dans les rues, etc. J'ai appelé un des responsables. Et là, je lui ai expliqué ce projet. Je lui ai dit, mais si nous, demain, nous mettions en place la CFG, en place la contribution financière généralisée, mais il n'y aurait plus de licenciement. Pourquoi? Ben c'est simple, je vais vous expliquer pourquoi. J'ai été invité dans une compagnie dont je tairai le nom, qui avait un projet de licencier 3000 personnes.
Et donc, il y a des salariés qui m'ont convié à venir et qui m'ont dit est-ce que vous pourriez venir parler de votre projet à notre entreprise? Donc, c'est ce que j'ai fait. Et là, quand j'ai posé la question au responsable de l'entreprise et que je lui ai dit est-ce que si la contribution financière généralisée était en place, c'est-à-dire qu'on vous rembourserait les cotisations salariales et patronales, donc vous n'auriez plus de cotisations à payer puisque nous les rembourserions, est-ce que vous licencieriez 1500 personnes? La réponse a été claire, c'est non, nous ne rembourserons pas, nous licencierons personne. Très bien. Et là, il y a une main qui s'est levée et il y a un monsieur qui me dit oui, si on a, dites-moi le temps qu'il nous reste, il nous reste 10 minutes, c'est ça? 10 minutes, absolument, mais c'est parfait. Alors, je vais essayer de faire court. Oui. Donc, là, il y a une main qui se lève et qui dit monsieur, moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Je lui dis mais monsieur, vous avez raison, expliquez-moi pourquoi. Et la personne me dit parce que moi, ma femme utilise la carte bleue et je n'ai pas envie de payer 2% en plus sur mes achats. Là, vous me demandez sur le salaire que j'ai de payer 2%. Et je lui dis mais monsieur, est-ce qu'il n'est pas indiscret de vous demander combien vous gagnez? Il me dit non, je travaille à mi-temps dans cette organisation, dans cette usine. Si vous voulez, je gagne aujourd'hui 1200 € net par mois. Net. D'accord. Je lui dis, mais alors, sachez une chose, si demain, votre salaire était augmenté de 21%, vous gagneriez 21% de 1200 €. Donc, est-ce que 2% donc de 1200 €, ça va vous faire 21%, ça va vous faire plus de 200 € de revenus. C'est largement compensé par les 21%, oui, très largement. On est d'accord? Donc, en réalité, est-ce que vous êtes prêt à gagner 21% de plus et d'en dépenser 2? Je vous dis 2% de 1400 €, ça fera 28 €. Est-ce que vous êtes prêt pour gagner 300 € de plus, payer 28 €? Il ne m'a même pas répondu, c'est rassis. Donc, en fait, ce projet est magnifique. Ce projet est indolore. Ce projet est universel. Ce projet, vous devez le prendre. Vous devez profiter des fêtes de Noël qui arrivent pour que vous puissiez l'étudier en famille. Dans la réalité, puisqu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, c'est 21% d'augmentation pour les salariés. C'est un revenu pour les agriculteurs. On a vu tout ce qui s'est passé avec les agriculteurs. 1400 € de revenu minimum. Un agriculteur qui gagne en moyenne le RSA, 500-600 €, on complétera pour qu'il ait 1400 et on lui remboursera les cotisations de la MSA. Les retraités, c'est pareil. Vous avez aujourd'hui des retraités qui gagnent 300-400 €. Donc, ceux qui n'ont pas la totalité des annuités, eh bien, on leur donnera 1200. Et ceux qui ont la totalité des annuités, on leur donnera 1400. On a aussi un autre problème, c'est de rémunérer nos étudiants. Pourquoi? Parce que là aussi, c'est de l'omerta la plus totale. Donc, on nous parle de guerre, mais on ne nous parle pas de nos étudiants. On ne nous parle pas des difficultés aujourd'hui qu'ont nos étudiants. Ce qui est scandaleux aujourd'hui, je l'ai vécu, c'est de voir que, vous savez, on avait une époque où les prostituées étaient dans les rues. Ça, c'est fini, ça. Là, aujourd'hui, vous avez des sites Internet, vous avez des bons hommes qui achètent des appartements ou qui louent des appartements pour y mettre des étudiants en échange de bons et loyaux services. C'est absolument dégueulasse et c'est absolument pas dénoncé par aucun média aujourd'hui. Et j'en profite pour dire à Tribune Libre, intéressez-vous à ces étudiantes qui se prostituent, il y en aurait 14 000. Bien sûr. Pour terminer, ma dernière question, pour mettre en place tout cela, vous devez d'une manière ou d'une autre accéder à l'élection, j'imagine? Alors, vous parlez de quelle élection? Eh bien, une régionale, une nationale, enfin, d'une manière ou d'une autre, il faut arriver à prendre le pouvoir pour mettre en place tout ça. Nous, ce que l'on dit déjà aux Français, c'est d'essayer de se rapprocher de l'Alliance du peuple et d'autres collectifs que nous mettons en avant qui permettent justement d'aller en mairie. Donc, on pourra vous donner des coordonnées d'autres collectifs aussi qui vont prendre des mairies, qui vont essayer de se battre pour aller dans les mairies. Et nous les soutenons, bien sûr, pour aller prendre des sièges dans les mairies. Il y a plein de maires qui démissionnent, il y a plein de maires
qui en ont marre parce que c'est absolument dégueulasse que souvent de faire ce métier. C'est pas facile pour nos maires aujourd'hui. Et nous allons tout faire pour les soutenir. Et si vous êtes prêts, en créant des assemblées citoyennes constituantes, de venir aider nos maires et d'aller chercher des mairies, eh ben, n'hésitez surtout pas, parce que nous avons tout ce qu'il faut, et notamment des collectifs qui sont de vrais collectifs, qui sont là pour vous aider pour gagner les élections municipales en 2026. Parfait. Je vais mettre tous les liens utiles dans le descriptif de la vidéo. N'hésitez pas à contacter les maires, les collectifs. Je mets tout, y compris l'Alliance du Peuple. On peut vous écrire très facilement et vous répondez. Tout à fait. C'est l'alliance-du-peuple@gmail.com. Donc, vous pouvez aussi nous appeler 06 82 83 00 92. Moi, je donne mon numéro de téléphone. Je n'ai pas de problème aussi avec ça. Il y a plein de personnes qui font partie de cette organisation. Il y a ce collectif Drôle de Dames qui viennent de nous rejoindre. Je demanderai on vous mettra également le lien. Tribune Libre, on vous mettra également le lien. Voilà, donc écoutez, l'espoir est devant nous. La lumière est en chacun de nous. Je vous conseille vraiment de venir étudier ce projet que propose l'Alliance du Peuple et Reconstruisons la France. Étudiez-le. Max, faites-le, mettez-le dans un, vous savez, dans une tronçonneuse, dans tout ce que vous voulez, retournez-le, faites ce que vous voulez, étudiez-le. N'hésitez pas à le critiquer et rapprochez-vous de nous le plus vite possible. Merci beaucoup. Pour tous les parents et les enfants de France, je rappelle que vous êtes également papa, en plus d'être engagé politiquement. Je vous remercie infiniment pour cette interview. Bernard Claudel, merci beaucoup. Merci.